C'était le temps où le producteur automobile Samson produisait à Billancourt des voitures de prestige. Toutes les voitures? Non. Certaines pièces d'une grande complexité étaient fabriquées à Crest dans la Drôme, où des décennies durant. L'usine locale fut un important employeur. On en était fiers, car de notoriété publique, la production requérait un grand savoir-faire, au point que, par la suite, après la disparition du fabricant d'automobiles, l'usine a fourni la très exigeante industrie aéronautique. On l'aurait rangée parmi les innombrables industries qui ont fermé leurs portes dans le pays, si une entente n'avait pu se trouver entre le dernier propriétaire du lieu et un groupe de jeunes innovateurs soucieux d'autres rapports dans le travail et d'autres fonctions pour les lieux professionnels. Aujourd'hui connue sous le nom d'usine vivante, elle réunit une cinquantaine de professionnels plutôt jeunes, dans des métiers variés, qui cherchent de nouvelles voies dans le monde du travail. L'histoire de Samson ne commence pas par les voitures, elle commence par les avions. Avant la Première Guerre mondiale, Samson fabriquait des avions en quantité industrielle, donc le moteur d'avion et des avions, par centaines et centaines, qui ont servi pendant la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, le passage à l'étape suivante a été difficile pour Samson et la société s'est lancée dans la production de voitures automobiles. Et ça a commencé vers 1920 à peu près. Ça a duré, ça s'est bien développé pendant quelques décennies, ça a bien marché, c'était des voitures de collection et qui avaient une spécificité, c'était une boîte de vitesse très sophistiquée. Samson s'implante à Crest pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait une activité militaire également dans la région parisienne, zone occupée, et donc la société Samson avait cherché à venir s'installer ici à Crest, qui était une zone libre à l'époque. Quand la société a décidé de venir s'installer ici dans la Drôme, un des points forts était la fabrication des engrenages pour les boîtes de vitesse, et donc très rapidement, c'est cette activité-là qui a été transférée à Crest. À Crest, il y avait tout d'abord, à l'époque, quand même, une activité industrielle qui était beaucoup plus importante, notamment une activité textile, qui était très développée, donc il y avait des besoins locaux également de mécanique générale et d'engrenage et de cam qui étaient fabriqués, qui était une spécialité de la société. Et donc le milieu était accueillant. L'entreprise va employer jusqu'à 70 personnes. Ce qui est intéressant, c'était que des employés qui étaient dans la région, des tourneurs, des fraiseurs, des rectifieurs, des tailleurs d'engrenage, qui étaient à 10 ou 15 km à la ronde. Il y en avait un ou deux qui venaient de Die, mais la plupart étaient vraiment dans la région. Donc il y avait des compétences, d'excellentes compétences dans cet environnement-là. C'est un temps où les gens apprenaient avec un CAP, ils rentraient dans l'entreprise, et après ça, ils apprenaient le métier vraiment dans l'entreprise, et étaient fidèles et restaient plusieurs décennies à travailler et à pratiquer leur métier. Alors une pièce comme celle-ci était assez significative, comme celle-ci. Ce sont des pièces pour les avions de Marcel Dassault, pour des avions de transport, ce ne sont pas des applications militaires. Pour faire une pièce comme celle-ci, il y a à peu près une trentaine d'opérations de fabrication. Donc tout ceci représente à peu près 30 à 40 semaines de travail. Pour une pièce dont vous m'avez dit tout à l'heure que vous la fabriquiez en 30 ou 40 exemplaires. Voilà, 30 ou 40 exemplaires. C'est de l'aéronautique. Donc l'aéronautique, le client va faire 30 avions, il ne va pas en faire 1000. Ce n'est pas comme dans l'industrie automobile. Donc on va en faire une trentaine à peu près, 30, 40. Et donc ça va prendre à peu près 6 à 9 mois. Je suis arrivé ici, pas parce que c'est Crest, mais parce que quand j'étais à Washington, je représentais des sociétés françaises, notamment, et monsieur
l'abbé, qui était le patron de la société Samson à l'époque, que j'ai rencontré lors d'un salon à Lyon. J'étais venu chercher justement des sociétés à représenter. J'ai rencontré le patron qui voulait vendre aux États-Unis. Et donc, on a fait connaissance, on a commencé à travailler ensemble. Mais très rapidement, j'ai compris qu'il n'était pas en très bonne santé, qu'il souhaitait céder son entreprise. J'avais étudié un peu aux États-Unis comment faire de la reprise d'entreprise, etc. Et donc, on a fait affaire. Et puis, nous nous sommes installés ici. Je me suis installé ici d'abord. La société Samson a été rachetée par David Sidbon en 1989. Elle connaît d'abord des coups terribles avec les conséquences de la guerre du Golfe, qui la privent de toutes les commandes venant de l'industrie aéronautique. Mais elle reprend des couleurs et rachète même une entreprise à Saint-Étienne, où elle emploiera jusqu'à 95 personnes. Finalement, elle est cédée à une entreprise de Valence, Atmeva, qui abandonne en 2013 l'activité à Cray. En 2016, Samson disparaît en tant qu'entreprise, mais David Sidbon a conservé la propriété de ses locaux. On a eu des propositions pour la destruction de l'ensemble et construire des immeubles. On a des plans même. Il y avait 3 ou 4 immeubles qui devaient être construits, puis des villas, etc. C'était un beau projet, mais on a été à ce moment-là parallèlement contactés par des jeunes entrepreneurs de Cray qui nous ont demandé si on ne voulait pas accueillir plutôt une structure pour des jeunes entrepreneurs. Et mon épouse a beaucoup poussé dans ce sens-là, je dirais. Et puis donc, on a abandonné l'idée de détruire et plutôt on s'est dit, on va mettre en valeur ce patrimoine crétois qui est l'usine qui a plus d'un siècle d'existence. Donc, en somme, vous avez loué. Alors voilà, il y a une association qui s'appelle l'Usine Vivante, à qui on loue des locaux, on loue des bureaux jusqu'à aujourd'hui, qui eux-mêmes les sous-louent à des jeunes entrepreneurs qui veulent s'installer et qui viennent, qui partagent des locaux, des repas, des festivités et toutes sortes de services, des conférences, de la formation. Et c'est extrêmement vivant et extrêmement intéressant. Je prépare les petites cales pour le chantier de demain. À savoir, il y a quoi sur ce chantier? Alors, on installe un dôme gigantesque pour une école de cirque. Un dôme qui fait 12 mètres de rayon et 7 mètres 10 de haut. Voilà, c'est un peu une première. Et du coup, pour ce dôme, on a fait faire une étude à un bureau d'études sur Valence. Voilà, on essaye toujours de trouver des artisans au plus proche pour nos travail. Et ce dôme, donc, il va y avoir 4 trapèzes qui vont être accrochés. Donc c'est chouette. Et quand on parle de partenariat, c'est pour une troupe qui avait été en résidence à l'usine. Donc ils cherchaient un lieu et ils ont répété pendant un mois ici.
Alors, je suis arrivé il y a 6 ans parce que je voulais venir à Cré, dans la Drôme, m'installer. Mon premier chantier dans le bois, je suis en reconversion, c'est passé à Cré. Alors, je ne suis pas venu à l'usine vivante, j'étais là avant l'usine vivante. C'est l'usine vivante qui est venue ici. Ce qui s'est passé, c'est que je louais au propriétaire, David Sidbon, un garage pour mon activité. Et ensuite, il avait des appartements à vendre dans ce bâtiment où on est là. Donc, j'ai habité là et j'ai acheté des préaux pour mon activité, pour stocker du bois. Et ensuite, il m'a expliqué que l'usine allait peut-être être rasée pour faire des logements. Donc, quand il m'a fait visiter, je lui ai dit que c'était un peu dommage. Et il s'avère qu'il y avait des collègues qui cherchaient un grand local pour des vélos cargo. Donc, d'en parler, il y avait un petit groupe qui avait déjà émis l'idée de faire un lieu, ce qu'on appelle maintenant un tiers-lieu, on ne savait pas le nom. Et du coup, ça a bien fonctionné. Donc, je fais partie des fondateurs de l'usine vivante. Voilà. Quand on rencontre le propriétaire, en fait, c'est un moment pour nous où on est un petit groupe, un petit collectif d'habitants qui cherchent un lieu pour y exercer, pas forcément nos activités à nous, mais pour qu'un lieu existe où il y ait de la place. À chaque fois qu'on cherchait un endroit pour organiser quelque chose, c'est compliqué parce qu'il y a quelques salles municipales, mais très peu. Et puis, elles ne sont pas très conviviales. Et puis, aussi, moi j'avais la conviction qu'il fallait un lieu où les gens puissent se rencontrer, même s'il n'y a pas un événement de prévu. C'est-à-dire que l'imprévisible puisse se produire quelque part, dans un endroit où il y a un espace pour ça. On était 6, 7, 8 à ce moment-là et on avait chacun des envies différentes. Il y en a qui voyaient aussi le côté résidence d'artistes, etc. Dans tous les cas, il fallait un lieu qui soit grand et un lieu qui soit potentiellement, qui puisse accueillir du public et où on puisse brasser des professionnels qui souhaitent vivre de leur métier et puis des gens qui viennent juste soit pour découvrir, soit pour partager gratuitement leurs connaissances. Quelquefois, c'est la rencontre qui fait naître un projet. C'est ce qui s'est produit une fois que l'usine vivante a fonctionné, c'est-à-dire que des projets sont nés ici qui n'avaient pas été prévus. Bon. On a entendu parler de monsieur et madame Sidbon et de l'usine Samson. Et donc on les a rencontrés assez rapidement. Et on a trouvé des gens qui étaient presque amoureux de cette usine-là, qu'ils avaient connue encore en état d'activité. Et du coup, ça nous a ouvert une porte, parce que nous, on n'était pas des professionnels de l'immobilier du tout. Enfin, je veux dire, aucun d'entre nous n'avait la prétention de gagner des sous avec ce projet d'usine vivante. Et du coup, on était un peu fous. Et en face, on aurait pu trouver quelqu'un qui nous envoie balader comme des doux rêveurs. Et il a été à l'écoute, je dis il et elle, parce que dès le départ, ils étaient ensemble, monsieur et madame Sidbon. Donc ça nous a quand même permis d'aller plus loin dans la réflexion. Et on a été très rapidement obligé quand même de fournir un minimum de réflexion sur le modèle économique. Mais on y est allé quand même vraiment sur la base du désir et de l'envie et de la foi, presque j'ai envie de dire, plutôt que de la raison. Parce que si on nous avait dit d'abord il faut que le modèle économique il soit tout bien bordé, tout bien ficelé, qu'il faut que ça rapporte tant, si on nous avait dit qu'il fallait qu'on embauche quelqu'un un jour, etc., on n'y serait pas allé, c'est sûr et certain. Et du coup, il y a quelque chose d'humain qui s'est passé aussi, très important, je pense, pour les propriétaires. Le côté humain était capital. Est-ce que vous vous êtes pas dit, oh mon Dieu, quel risque je suis en train de prendre, est-ce que ça va pas tout ça se casser la figure? Écoutez, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu trop de mauvaises surprises, je dirais. Ce qui se passe, c'est que c'est un tellement qui est relativement grand, et donc il y a beaucoup d'entretien quand même. Hein, donc on fait de l'entretien, il faut réparer le toit, il faut réparer la porte, il faut réparer, etc. Et donc, on ne peut pas dire que ce soit une opération très rentable, mais c'est une opération qui
qui permet justement d'accueillir des jeunes qui vont travailler. Et comme nous avons toujours été dans un esprit de favoriser le travail et favoriser les initiatives, et ben, c'est ce que l'on trouve autour de nous ici. Et ma foi, c'est très, très agréable, très intéressant. Nous, il y a eu le coup de foudre aussi avec le lieu, c'est-à-dire qu'on est rentré dans cet endroit-là et on a imaginé tout ce qui pouvait s'y passer. Et bien sûr on se disait qu'il faudrait faire des travaux et que ce ne serait pas simple, mais on s'est dit si on ne le fait pas, personne ne le fera, allons-y quoi. Et puis on s'est dit on le ferait petit à petit. Et voilà, assez rapidement en fait on s'est orienté vers l'ouverture de bureaux partagés parce qu'en fait les bureaux ils étaient déjà en état de fonctionnement. Et pour le reste, eh ben, on s'est mis très progressivement à réfléchir à lever des fonds, faire des travaux, pour accueillir quel type d'activité, etc. etc. Aucune information, donc à chaque fois j'interviens pour dire on a besoin de l'un pour être à la hauteur en fait, des enjeux sur cette question. Oui, Nicolas. Ouais, salut. Oh là, je t'entends pas très bien. Moi, je suis arrivé dans la vallée il y a 5 ans avec mon travail sur le dos. Je suis en télétravail aujourd'hui. Et donc, je cherchais un lieu de travail. Le premier lieu que j'ai trouvé, c'est le campus sur l'écosite à Eure. Et puis, l'usine vivante a ouvert une année après, juste à côté de chez moi, j'habite derrière, à l'initiative d'une association. Je connaissais un certain nombre de membres de cette association. Et donc, j'ai saisi l'opportunité de l'ouverture du site pour déménager et travailler plus près de chez moi. Et qu'est-ce qui était l'intérêt pour vous en dehors des locaux de la surface? Alors pas le confort matériel initialement, parce qu'on a commencé avec les moyens du bord. L'infrastructure sur l'écosite était bien supérieure en termes de prestations, mais il y avait la dimension sociale du projet, le fait de travailler avec des gens très divers et dans une dynamique d'élaboration de quelque chose de commun. Je travaillais sur l'écosite avec une personne qui travaillait sur l'écomobilité. Donc on a fait le mouvement ensemble jusqu'à ici et on a réuni 2 autres personnes qui travaillaient dans le même secteur d'activité, le domaine de la transition énergétique avec nous, et on s'est installé dans le même bureau. Donc on a recréé finalement un petit écosystème dans le bureau en arrivant ici et effectivement c'est ce que ce lieu a permis pour nous. Donc ça simplifie votre travail, pour dire les choses simplement? Ça l'enrichit, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont des conversations pas très éloignées de mon sujet d'activité, et à la fois dans le travail et en dehors du travail, du coup on a l'occasion d'en discuter plus fréquemment. Et ça c'est à l'intérieur même de notre métier, mais ce qui est formidable à l'usine vivante, c'est qu'en fait il y a toute nature de métier, et on croise autant des charpentiers que des professions créatives ou manuelles, et donc c'est aussi cette diversité qui est intéressante pour moi. Ça, c'est les plaquettes que Céline Duché nous a préparées. Donc Céline qui était à l'usine. Et les photos sont d'Antoine Picard, voilà, il était à l'usine aussi. Donc voilà, c'est le premier dôme qu'on a fait avec Thomas. Voilà. Donc c'est vraiment un partenariat, on va dire, tout en étant indépendant, mais c'est surtout l'envie de travailler ensemble. Moi, dans mon activité, je suis tout seul et en même temps, ça me permet de me retrouver avec plusieurs personnes ici, de pouvoir partager des points de vue. Il y a des collaborations qui se sont faites. J'ai travaillé avec l'illustratrice qui était ici, avec Joël, où on a mis en place justement les designs des emballages et puis d'autres chartes graphiques. Enfin, ça permet même des opinions de tous les jours en tant qu'entrepreneur de se retrouver tout seul
Moi, ça me laisse la liberté d'être tout seul dans mon activité, mais en même temps de pouvoir profiter d'un collectif qui est immense. Ça m'a permis une intégration aussi, en étant nouveau dans la région, ça m'a permis de rencontrer pas mal de monde et de pouvoir m'intégrer plus facilement. Juste moudre le café, comme ça. Comme ça, je peux arrêter le moulin, ça fera moins de bruit. Ouais. Bah, du coup, quand je suis arrivé, j'ai eu l'aide de l'usine vivante, j'ai eu l'aide aussi de Monsieur Sidbon quand je me suis installé, qui est le propriétaire de l'usine. Et vos clients, c'est qui? Alors, je travaille beaucoup avec les professionnels, donc les restaurateurs, les bars à café, hôtels, et les particuliers aussi. Donc, restaurant, café, ça va être sur la région surtout. J'en ai aussi un petit peu sur Paris, pas mal sur Lyon, et après ici sur Valence, Mirmande, Cray et les environs. Un petit peu en Haute-Savoie aussi. C'est une activité qui marche bien, qui se développe énormément ces derniers temps. C'est un métier qui revient un petit peu comme les brasseurs bières. On est à nouveau sur des produits de qualité, donc avec une consommation un petit peu moindre, mais en reconsidérant la qualité du produit. Et du coup, il y a un marché de plus en plus important sur le café de qualité. Pas qu'un lieu de travail, on ne voulait pas que ce soit une pépinière, les pépinières c'est très bien, mais on voulait autre chose qu'une pépinière, un peu plus. Donc qu'il y ait des concerts, tout type d'ateliers, et ça pour moi c'est vraiment important déjà pour le lieu, et puis c'est mon lieu de vie en plus, donc pour moi ça a carrément du sens pour mes enfants, pour l'éducation de mes enfants, de savoir qu'il y a un lieu où on retrouve du culturel, du social, de l'économique, c'est vraiment important. Ouais. Donc le tiers-lieu, c'est pas le lieu où on travaille uniquement, c'est pas le lieu où on dort et où on mange sa maison uniquement, c'est une sorte de troisième lieu qui vient un petit peu mixer les deux. Donc un lieu, il peut y avoir de la rencontre informelle, et du loisir, etc. Quand des enfants viennent à l'usine vivante, ça perturbe personne, ça semble naturel. Il y a une activité associative animée majoritairement par des bénévoles, il y a une cinquantaine de bénévoles autour de l'usine, des ateliers de partage de savoir, gratuits à prix libre, des événements réguliers tous les 3 mois. Et tout ça, c'est une activité sociale qui n'est pas une activité d'ordre professionnel, mais qui est une activité liée au fait que des gens sont contents d'avoir un lieu pour vivre des choses ensemble. C'est vraiment une logique de champignon, le tiers-lieu. Il y en a eu quelques-uns, et puis plus il y en a, plus ça essaime. Ça a essaimé de manière naturelle, notamment dans la même logique qu'ici, un lieu vacant. L'activité industrielle ici s'est arrêtée un jour, les lieux étaient là. 2 options, soit on rase et on reconstruit quelque chose d'autre, c'était le projet initial, soit les lieux sont réinvestis, mais investir dans un lieu comme ça peut pas trop se faire de manière conventionnelle, il faut y aller un petit peu plus avec du brick et du broc. Et des usines comme ça en France, il y en a un paquet, des gens qui ont envie à un moment donné de réinvestir et de créer ce lien entre leurs différentes vies, il y en a aussi beaucoup, ce qui fait que les lieux essaiment. Parallèlement, l'État aujourd'hui accompagne vraiment le déploiement des tiers-lieux. Donc il y aura aussi un certain nombre d'outils financiers qui vont aider au déploiement des tiers-lieux. Je pense que ça a vraiment un gros avenir. Si j'ai voulu être bénévole, c'est parce que pour moi, un lieu comme l'usine vivante ne peut pas se limiter au coworking. Le coworking, c'est bien, mais ça ne fait pas de l'animation. Ça risque de faire un entre-soi. Donc moi, je suis là beaucoup avec l'objectif d'ouvrir l'usine à
plein d'autres acteurs que le coworking, et en particulier pour l'instant on travaille sur l'accueil de lycéens par exemple, ou de jeunes étudiants pour d'une part pour que des lycéens sachent qu'il y a plein de métiers qui existent ici auxquels ils n'avaient jamais pensé quand ils sont dans une période d'orientation, et puis aussi qu'ils voient en vrai quoi, un réseau social en vrai, comme on a dit qu'était l'usine vivante, et une entreprise d'économie sociale avec une gouvernance très particulière. Bonsoir tout le monde, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir ici pour cette Assemblée Générale de l'usine vivante, la deuxième ? La première, pardon. Quelqu'un qui vient visiter l'usine, il doit adhérer à la charte, et c'est pas quelqu'un qui peut arriver le matin, repartir le soir et avoir aucun contact avec l'association, avec la vie du lieu, etc. C'est pas le projet de l'usine. Le projet de l'usine, il est porté aussi et d'abord par les personnes qui sont dans l'usine. Évidemment, les coworkers, ils gagnent tous des sous, ils essayent que leur activité soit soutenable. Nous aussi, l'usine est une activité soutenable, la location de bureaux, la location d'espaces de travail, parce qu'évidemment, c'est pas pour rien qu'on loue des espaces de travail. L'idée, c'est que ce soit soutenable, mais évidemment, ça n'enrichit personne individuellement, ça enrichit surtout le vivre ensemble et puis toutes les innovations possibles. Là, on est sur une affaire de peut-être faire un food truck avec de la soupe pas cher pour les gens du quartier. Voilà, avec une dame qui a ça comme projet. C'est-à-dire que ce qui est intéressant à l'usine, c'est que les gens savent que c'est un lieu où il peut se passer des choses. Donc, ils viennent et ils proposent leur activité. Je suis réconciliateur paysager, aménagé pour rendre la vie plus agréable, plus belle, et non pas parce qu'on sait faire. Donc, par exemple, à Saint-Alban-du-Rhône, on a travaillé sur la création d'un pôle médical dans une ancienne bâtisse bourgeoise, et donc avec un parc autour, un parc à l'anglaise qui était abandonné depuis de nombreuses années. Et donc la mairie a fait appel à mes services. Et il s'est trouvé en fait que ce parc avait une valeur inestimable aux yeux des habitants, mais que personne ne le connaissait puisqu'il était privé jusqu'à présent. Et une fois qu'il a été racheté par la mairie, en fait, il s'est trouvé qu'il y avait une énergie incroyable dans le village pour vouloir le remettre dans sa beauté originelle. Et donc on a fait des chantiers avec les habitants qui venaient en complément en fait, du travail des entreprises. Donc l'idée c'est d'avoir comme ça un projet qui est vraiment nourri par tout le monde, par les entreprises, par les habitants, par les élus et par le concepteur. Là, je fais une parenthèse dans mes projets, on va dire, classiques avec des clients pour me consacrer à un projet qui me tient à cœur, c'est l'aménagement des espaces extérieurs de l'usine et essayer d'aller encore plus loin dans la démarche, de mettre du sens, de faire avec et de pouvoir dire si c'est faisable à l'usine, de faire d'un parking un jardin, un parc, un potager, un endroit où on a envie d'être. Si c'est faisable à l'usine avec des bénévoles, alors se dire que c'est faisable de partout ailleurs, dans tous les endroits qui ressemblent à l'usine. Et moi, j'ai énormément envie d'expérimenter, j'ai envie que ça soit un laboratoire, bien sûr, parce que en fait, aujourd'hui, on a plein de problèmes qui sont en commun, on va dire, des problèmes qui se retrouvent de partout, et notamment, par exemple, désimperméabiliser les sols, c'est un problème qu'on retrouve de partout. Et on a des solutions qui existent, mais on peut en tester de nouvelles. Et voilà, là, l'idée, c'est de dire comment est-ce que, sans grosse machine, comment est-ce que on peut arriver à faire là avec, on a du goudron aujourd'hui, mais on a aussi plein d'envie. Et qu'est-ce qu'on arrive à en faire? Pour moi, il y a une question d'échelle. C'est que le fait d'arriver dans une petite ville, moi, ça m'a donné envie en fait, de m'y investir parce que j'avais l'impression que j'avais une place. Et le contexte local, pour le coup, pour moi, il le permet en fait. C'est de dire, ah tiens, ici, je peux jouer un rôle
J'ai grandi autour de Lyon et je ne sentais pas ce rôle que je pouvais avoir parce que tout était trop grand et m'échappait. Et là, ici, oui, le contexte local le permet, oui. Je respecte toutes les idées, toutes les opinions, mais que va nous dire l'avenir, je ne sais pas. Hein, voilà, j'avais une façon un peu différente de voir les choses, mais j'estime énormément les gens qui sont là, parce que je les vois se donner, sérieux, honnêtes, père et mère de famille, responsables, etc. Tout d'abord, je me demande si on peut généraliser. Est-ce que toute la France peut vivre comme ça? Est-ce que c'est simplement quelques noyaux, quelques îlots en France où les gens vont profiter effectivement de ce cadre de vie? Mais si toute l'économie française était basée là-dessus, je pense que ça n'irait pas très loin. Convaincu que c'est une des solutions possibles pour conserver du travail dans les campagnes, tout simplement. Depuis que ce lieu a ouvert, il y a des gens qui viennent s'installer à Cré pour ce lieu-là. Pas que pour ce lieu-là, évidemment. Ils cherchent à déménager d'une grande ville à un endroit sympa. Bon, c'est pas nouveau, c'est les néo-ruraux, mais il y en a certains qui se retrouvent ici à Cré parce qu'ils savent qu'il y a l'usine vivante.